Bienvenue dans Désir sur Canapé, le podcast où nous explorons le désir d'enfant et les chemins vers la parentalité. Nous aborderons des parcours de PMA, d'adoption, de dons, mais également les accidents de parcours ou encore des parcours qui ne mènent pas vers l'enfant, mais qui nous construisent. Nous explorerons toutes les émotions et tous les sentiments avec bienveillance et beaucoup de sincérité, comme dans une véritable séance de psy. Nous essaierons de comprendre, d'écouter, de ressentir pour mieux accompagner ceux et celles qui sont dans ces parcours si difficiles. Dans Désir sur Canapé, des personnalités publiques viendront vous offrir leur histoire pour que vous puissiez mieux appréhender la vôtre. Aujourd'hui, dans Désir sur Canapé, j'ai le plaisir de recevoir Carole Cara. Alors Carole, vous êtes architecte d'intérieur et vous avez été connue et reconnue dans l'émission d'M6 Maison à vendre. Et vous allez aujourd'hui venir, non pas nous parler de maison, mais nous parler de votre vie à vous et de votre parcours à vous. Alors, bienvenue à vous, en tout cas. Merci beaucoup de m'accueillir. Je suis ravie de partager mon histoire, puisque c'est une histoire complexe, mais qui se finit bien. Ah, donc on a déjà un petit teasing sur la fin de l'histoire. C'est un teasing, mais oui, j'aimerais témoigner pour que ce soit un message d'espoir. Mon parcours a été très long, sinueux, semé d'embûches, rempli de rebondissements, mais intéressant. Et au final, si je peux en tirer une leçon, j'ai vraiment l'impression que les choses se sont passées comme elles auraient dû se passer. Et on peut trouver des explications et des justifications à tout. Bon, quel préambule. Eh bien, moi, je vous propose en quelques mots, en tout cas, de nous parler de cette histoire dans les grandes lignes. Et puis, nous reviendrons évidemment dessus, mais qu'on comprenne un peu d'où on parte et jusqu'où on est aujourd'hui. Alors, on part d'une histoire d'amour. On part d'une histoire d'amour, d'une rencontre avec mon mari et d'un désir d'enfant qui est né assez vite. Lui, il avait la chance déjà d'avoir 2 enfants et c'était quelque chose qu'on avait envie de vivre ensemble. Les choses ne se sont pas passées facilement, naturellement et j'ai eu la chance d'être très liée et très soutenue. On a partagé les choses main dans la main. Mais il y a quand même des choses à dire. Lorsqu'on est face à cette infertilité, il y a toujours une étape où on est face au médecin, on se tient la main, mais on se dit qui est le coupable. Puisqu'on a des examens qui sont quand même faits à la femme, des examens qui sont destinés à l'homme. Et donc on guette. Et on cherche qui est le responsable de cette... C'est comme ça que vous l'avez vécu? Oui, un petit peu. Même si on y va à 2, on est main dans la main, oui, le médecin a besoin de trouver la cause. Et donc la cause, elle repose bien sur une personne. Donc moi, c'était plutôt moi, puisque lui, il avait déjà fait ses preuves avec ses 2 grands garçons. Il a quand même eu droit à sa batterie d'examens, mais qu'il a rempli avec succès. Et après, moi en parallèle, les examens se sont enchaînés. Et ce qui a été très particulier, c'est qu'on ne me trouvait rien. Et j'en étais même arrivée à un moment donné à me dire « j'aimerais qu'on me trouve quelque chose ». Pour quelle raison vous aviez envie qu'on vous trouve quelque chose? Pour trouver, parce qu'à partir du moment où on vous trouve quelque chose, on peut mettre en place un protocole et on peut creuser une piste et se soigner. Tant qu'on ne vous trouve rien, on continue à chercher. Donc, ce sont des examens qui sont fort désagréables, fort invasifs, avec des termes c'est le moins qu'on puisse dire. Barbares. Et tant qu'on ne vous trouve rien, on continue. Et là, est-ce qu'on finit par trouver quelque chose dans cette histoire? On a fini par trouver quelque chose, donc ça m'a fait vraiment plaisir. Mais pour autant, ce n'était pas quelque chose qui empêchait de tomber enceinte. En fait, la seule chose qu'on m'ait trouvée, c'est quand même alors, avant de le trouver, on cherche. C'est une translocation robertsonienne des chromosomes 13-14. Ça veut dire que ce sont 2 chromosomes qui sont collés, qui n'empêchent pas de tomber enceinte, mais qui peuvent faire que l'embryon ne tient pas, puisque du coup, ça fait des anomalies chromosomiques. Alors là, il faut faire beaucoup d'examens pour arriver à cette conclusion, oui. en effet. Oui, parce que bien sûr, on a fait les bilans hormonaux, on a testé les réserves ovariennes. Celui que j'ai préféré quand même, c'était l'hystéro... Salpingographie, Merci de m'avoir aidé. Alors celui-là, j'ai adoré. Bon, alors pour vous donner... Donc, examen des trompes pour ceux
qui ne connaîtraient pas Bon, encore, alors, qui n'auraient pas eu le imaginez plaisir de le faire. le jet d'eau, hein, et puis on essaie de voir s'il y a un bouchon. Donc on envoie de l'eau en mode Karcher, voilà, pour essayer de déboucher. Mais c'était pas ça le sujet, c'était pas ça. Donc moi j'ai eu un parcours qui a duré plusieurs années, on va dire 7, parce qu'on a commencé à avoir envie d'avoir un enfant vers mes 30 ans, et je suis tombée enceinte pour mes 37 ans. Donc un très long parcours. Un long parcours, accompagné de différents médecins, puisqu'un médecin vous garde à peu près 2 ans. Et au bout de 2 ans, il dit « Je vais passer la main, je suis allée au bout de tout ce que je pouvais faire avec vous, donc on va creuser une autre piste. » Donc on a commencé par la phase classique des inséminations. Ensuite, on s'est tourné vers la FIV. Et rien ne marchait, ça ne fonctionnait pas. Et ce que j'ai trouvé difficile, c'est que on nous a orientés vers le don d'ovocytes, du coup, à l'étranger. Alors, du coup, ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire en France, mais il faut avoir beaucoup de temps, puisque les délais sont très longs. Les attentes sont malheureusement très longues. Oui. Les attentes sont longues. Nous, on en avait de moins en moins, puisque l'âge avançait, parce qu'on a cette épée de Damoclès en parallèle. On voit chaque année qui passe. Et mon mari était aussi plus âgé que moi, donc ça comptait aussi. Et la direction de l'étranger nous a été donc proposée, qui s'est révélée être infructueuse également. Donc là, très déçue, mais à la fois aussi assez contente, puisque du coup, ce n'était plus moi la fautive, puisque du coup, mon mari avait réussi haut la main tous ses examens. Donc, on s'est tourné vers un don d'ovocytes, et c'était pour faire une FIV, donc avec ses spermatozoïdes et les ovocytes d'une donneuse. D'une donneuse qui représentait mes caractéristiques. Mais ça n'a pas fonctionné non plus. Et là, on était un peu au bout du chemin, puisqu'on n'avait plus trop de recours. Et là, on est ouvert à tout. On regarde ce qui se fait dans tous les pays, dans toutes les cultures, dans toutes les croyances. Moi, je crois que j'ai fait tout ce qui était possible. Alors, c'est quoi tout ce qui est possible ? Il y a des choses peut-être que je peux pas dire, mais par exemple... Sentez-vous libre de dire ce que vous voulez. On va voir... j'avais la chance de travailler dans la banque et de rencontrer des personnes très différentes, avec des parcours très différents. Et je suis tombée un jour sur un prêtre africain et qui me disait « Mais on peut prier pour vous ». Alors moi, j'étais volontaire. Hein. Je me suis tournée vers l'hypnose aussi. Et là, c'est une forme de psychothérapie, puisque à un moment donné, ce qui est très culpabilisant quand on ne vous trouve rien, c'est qu'on vous dit ça peut être aussi psychologique. Et donc là, c'est doublement culpabilisant, parce que vous êtes responsable, mais en plus, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser. Et là, ça a été très complexe, puisque j'ai eu une éducation heureuse, je viens d'une famille heureuse, avec un papa et une maman aimants, et je n'avais pas conscience de porter un potentiel trouble, un potentiel désordre dans ma tête. Et comme je n'étais pas capable de l'exprimer, l'hypnose m'a aidée en ça. Puisque là, on va chercher des choses qu'on n'est pas capable d'exprimer véritablement soi-même. Et ce qui est vrai dans ce que vous dites, et je le souligne, c'est qu'en réalité, on a toujours l'impression que le traumatisme, puisque c'est le mot qu'on emploie en psychothérapie, le traumatisme n'est pas forcément le fait d'être malheureux enfant, dans le sens où nous sommes maltraités, physiquement ou verbalement d'ailleurs, et que c'est beaucoup plus subtil que ça, et qu'on a tous profondément des blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, etc. Et qui ne sont pas forcément juste liés à nos parents. Il y a eu d'autres gens dans notre enfance qui sont contributeurs. Donc c'est vrai qu'on se dit souvent, je ne peux pas chercher de ce côté-là, parce que ça ne peut pas être ça, j'ai eu une enfance heureuse. Et c'est un peu plus compliqué que ça. Et alors, moi, j'étais très heureuse de trouver quelque chose. Bon, bien sûr, ça venait de ma mère. et en fait, j'ai véritablement senti... alors, je ne sais pas si ça fait partie d'une forme de croyance. Mon mari, qui est très cartésien, n'y croit pas à ce que je vais vous raconter. Mais en exprimant une blessure de l'enfance qui peut être apparentée à une humiliation, mais vraiment quelque chose d'anodin. Hein. C'est une robe qu'on m'a forcée à mettre, qui ne me plaisait pas, qui n'avait pas la couleur, et je l'ai très mal vécue. Je me sentais vraiment très mal habillée par rapport à mes cousines. Et j'en avais voulu à ma maman de manière inconsciente.
Et on a fait un chemin de réparation vis-à-vis d'elle et je vous certifie que j'ai senti une bulle d'air dans mon ventre. Bon, tout ça, je l'ai couplé avec un changement de médecin. Puisque je vous disais au départ qu'un médecin vous garde à peu près 2 ans, puisqu'après, il passe la main, il se dit, bon là, madame... Quand les patients ne décident pas de changer avant. Voilà, donc moi, je me suis tournée vers un forum de femmes désespérées. Je travaillais dans le 17e, donc je cherchais un médecin dans le 17e. Et là, je suis tombée sur un médecin qui a repris mon dossier. Donc, je suis arrivée avec mon dossier qui était assez épais, que j'ai conservé, puisque ça fait partie de l'histoire de ma fille. C'est une belle chemise jaune qui est épaisse comme ça, avec tous les examens faits au cours de toutes les années. Elle a repris mon dossier depuis le début et elle m'a dit qu'elle partagerait mon cas, puisque c'est comme cas, c'est un cas médical, lors d'un colloque de médecins. Ils se sont mis à plusieurs et ils ont choisi un protocole. Alors, ce qui était très rigolo, c'était que c'était un protocole... Elle me dit, on ne l'utilise plus, il est ancien. Il m'a dit, il a 30 ans. Mais on va le tenter. Parce que ce que je ne comprends pas, c'est qu'on n'a pas testé différentes stimulations. Puisque dans tout le parcours de la FIV, il y a la phase de stimulation, qui se fait par piqûre, généralement. Et puis, il y a la phase qui est désagréable quand même, qui est de collecte, de récolte. Ce sont des opérations. La fameuse ponction. La fameuse ponction. Et puis après, la rencontre dans le bocal. Et après, on regarde la culture et on regarde ce que ça donne. Et donc là, ce qu'elle ne comprenait pas, c'est pourquoi on n'avait pas testé différents protocoles, puisque j'ignorais qu'il y avait plusieurs phases, plusieurs processus de stimulation. Exactement. Tout le monde n'est pas stimulé de la même manière, puisque tout le monde n'a pas le même profil ou les mêmes problématiques. Donc, en effet, il y a des formules, j'allais dire, différentes. Et c'est bien le jeu, normalement, des médecins, d'essayer de trouver un peu la formule magique, si je peux m'exprimer ainsi, pour que ça fonctionne. Ce qui fonctionnera chez un individu A ne fonctionnera peut-être pas chez un individu B. Donc là, on se rend compte qu'on n'a pas été jusqu'au bout. Et donc, on retente des FIV avec vos ovocytes. Oui. Et on repart dans une nouvelle aventure. Oui. Et là, le miracle se produit. C'est la première fois que nous obtenons, c'est un travail d'équipe, hein, c'est avec le mari, mais avec l'équipe médicale, nous obtenons des embryons. Donc déjà, je dis des, donc il y a un nombre, mais il y a aussi la qualité, puisque vos embryons sont codifiés, sont avec des notes, et là, j'obtiens un résultat exceptionnel. Et là, on y croit à peine. Et là, ensuite, tout s'enchaîne à merveille. Un transfert qui se passe bien, une grossesse qui s'accroche, qui débute, oui, qui marche. Pas de fausse couche, plus de fausse couche. Et là, je vous parle, 7 ans après, c'est 7 ans après pile poil. Ah oui. C'est vrai ? Ah oui. Ah bah la date, je l'ai dans ma tête pour toujours. On est 7 ans pile poil après ? Oui, c'était début octobre, oui. Waouh. Oui. Et puis aujourd'hui, j'ai une petite fille qui a 6 ans et quelques mois et qui va à merveille. Et voilà. C'est une très belle histoire. Oui, c'est une belle histoire qui finit bien. Qui finit bien. Est-ce que je peux vous demander de nous raconter un moment qui vous a particulièrement marqué dans ce parcours ou qui vous a transformé dans ce parcours ? Alors, un moment qui m'a marqué, j'aimerais dire quelque chose de positif. Ce qui m'a marqué, c'est le médecin qui accepte un médecin débordé, hein, un médecin qui vous parle, vous ne comprenez pas un mot de ce qu'il vous raconte. Elle articulait très peu. On était très nerveux avec mon mari, on en était même à rire. Mais c'est une dame qui a changé notre vie. Donc, pour moi, c'est la rencontre avec ce médecin qui accepte de reprendre tout depuis le début. Et de dire, mais ma pauvre dame, si on vous a rien trouvé, c'est qu'on va y arriver. Et elle était confiante. Et c'était la première fois que j'étais face à quelqu'un de confiant. Ce qui veut dire que la relation pour vous avec les professionnels de santé, c'est essentiel aussi dans la réussite du parcours. C'est déterminant. Mais pour autant, je peux vous dire que je n'avais aucune connivence avec elle. Hein. Nos échanges étaient très, très sommaires, très scientifiques, très, très en recul. C'était pas du tout une dame dans l'empathie, mais c'est une femme qui a changé notre vie. Donc, oui, bien sûr. Parce que souvent, je dis aux patients que c'est une équipe.
Ah, c'est une équipe. C'est une équipe qu'il faut construire en réalité. Une équipe dans laquelle on a confiance et à laquelle on peut se livrer. Effectivement, on ne parle pas d'émotions et d'affectifs. C'est pas forcément. Mais heureusement pour elle, parce que la pauvre dame, elle voit que des cas dramatiques toute sa vie, toute sa journée, donc heureusement. Oui. Alors, c'est pas forcément. Tous ne sont pas doués, j'allais dire, d'empathie. Et c'est pas très grave. Non, c'est pas mais grave. ce qu'on leur demande, c'est d'être profondément professionnels. Et cette femme-là, en effet, à ce moment-là, elle change le cours de votre vie. Ah oui. Elle dit a on va révolutionné. retenter. Oui. On repart à zéro, on retente tout. Et puis c'était formidable. Qu'est-ce qu'elle change dans votre vie, cette grossesse ? Alors, pour moi, elle me comble puisque j'ai eu la chance de m'épanouir dans d'autres domaines. J'ai fait les études que j'ai voulu, je les ai poussées autant que j'ai voulu. Je faisais un métier que j'aimais dans un secteur pas très drôle dans la finance, mais qui m'apportait beaucoup de bonheur. J'avais eu la chance de rencontrer mon mari, que j'ai gardé, que nous accrochons. Lui-même avait 2 enfants qui m'apportaient aussi beaucoup de joie, puisque c'est aussi une forme d'accomplissement, d'être la belle maman. Parce que déjà, il y a le mot belle, déjà ça te met de bonne humeur. Et aujourd'hui aussi, je continue à vouloir être présente pour eux. Ils sont grands maintenant. Mais ils ont toujours besoin de nous et j'essaie de ne pas faire de distinction entre ces beaux enfants et notre enfant. Et je fais attention à ce que mon mari soit juste entre les 3. Donc j'avais beaucoup de chance. J'ai la chance d'avoir des parents aimants, une sœur extraordinaire. Mais j'étais obnubilée par la transmission. Ça vient de mes valeurs familiales. Je crois qu'on a été élevés comme ça par notre papa, qui a eu la chance... De recevoir et qui nous a appris ça. Et donc, j'avais ce besoin de transmettre nos valeurs, notre histoire de famille. Et j'aimais les enfants. Et pour moi, c'était quelque chose qui était important. Après, j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui s'accomplissent différemment et je le respecte tout à fait. Un enfant, si on n'en veut pas, il vaut mieux pas en avoir. Il ne faut pas en faire un enfant pour faire plaisir à quelqu'un. Ce n'est pas possible. C'est une contrainte qui est tellement forte, qui est tellement lourde, que on ne peut pas, que ce soit un homme ou une femme, on ne peut pas le faire pour quelqu'un. Si on est avec une personne qui ne veut pas d'enfant et que nous on en veut, c'est peut-être parce que ce n'est pas la personne qui nous correspond. Mais forcer quelqu'un, c'est pas le bon calcul. Ça, je l'ai vu, je le comprends, parce que c'est une abnégation totale. Donc moi, c'était quelque chose qui m'animait. Et puis, j'avais la ressource et l'énergie pour faire ce combat, puisque c'est un combat qui est long, qui est coûteux, même si on a la chance, vraiment, en France, d'être suivi, accompagné et pris en charge. Nous, ce qui nous a été coûteux, c'est de souhaiter se tourner vers le privé pour que ça aille plus vite, parce qu'on avait cette urgence. Et la phase étrangère, ça c'est... Qu'est-ce que ça vous a appris sur vous et sur votre mari, cette aventure-là ? Qu'on était très liés et qu'on était surtout très animés, qu'on partageait ce désir, que c'était un projet commun. Moi, j'avais un peu le doute au départ qu'il veuille le faire pour moi, puisque lui, il avait été comblé par 2 magnifiques enfants. Et j'avais cette crainte que ce soit pour moi. Et vu tous les efforts que ça lui a demandé à lui aussi, j'étais rassurée sur le fait que ce soit partagé. Et aujourd'hui, c'est un excellent papa, surinvesti, et qui a plus la conscience que le temps passe, peut-être, lorsqu'il a fait les premiers, qui est plus accompli aussi professionnellement qu'il ne l'était quelques années auparavant. Et aujourd'hui, pour ma fille, c'est un papa extraordinaire. Et un mari extraordinaire. Et un mari extraordinaire. Mais ça, il l'a toujours été. Et il n'a pas cessé de l'être. Il l'a donc confirmé. Il l'a confirmé. Donc ce parcours nous a liés, puisque nous étions autant investis l'un que l'autre. Alors bien sûr qu'il y a eu des phases où moi je souffrais plus que lui, puisque quand on porte la responsabilité de la non-concrétisation, c'est quand même la femme qui subit les opérations, c'est quand même la femme qui subit les injections. Lui, il se faisait un plaisir à me faire les piqûres, mais j'avais l'impression qu'il jouait aux fléchettes. Donc avec le temps, on rigole, on arrive à rigoler de tout.
Et puis on oublie les phases difficiles, on oublie les moments passés sur les toilettes à faire ces tests de grossesse positifs, négatifs, les joies du positif qui devient au final par prise de sang du négatif, les fausses couches qui sont quand même pas rigolotes, qui sont quand même douloureuses. Ça, c'est nous qui les vivons. Même si on a quelqu'un auprès de nous, ça s'exprime pas, ça se partage pas. Là où je suis assez d'accord, et c'est vrai que je le dis souvent aux patients, mais nous sommes physiologiquement faits différemment et donc on ne peut pas ressentir les mêmes choses. Une fausse couche, on la vit dans notre corps, une grossesse, on la vit dans notre corps, et les hommes la conscientisent, évidemment, ils la comprennent, mais ils ne peuvent pas la ressentir. Mais heureusement. Mais ils sont là. Alors, quand ils sont là, c'est encore mieux, mais heureusement qu'ils n'ont pas à vivre tout ça, hein. Vous pensez qu'il ne tiendrait pas? C'est ça que vous êtes en train de dire? Non. Mais moi, j'étais animée par ça. J'avais l'énergie, j'avais la ressource, j'avais l'envie. J'avais ce désir qui était fort et que c'était mon combat. Je crois qu'on a un combat, peut-être qu'on porte chacun un combat dans la vie. Moi, c'était le mien. Je l'ai mené avec beaucoup de courage. J'ai essayé de pas me plaindre. De ne pas faire subir tout ce que je subissais à mon entourage. Je suis certaine que ma famille va découvrir tout ce que je vous raconte, parce que je ne me suis jamais penchée auprès de mes parents, auprès de ma famille très proche, auprès de mes amis, de tout ce parcours, de toutes ces souffrances, de toutes ces déceptions, puisque je souhaitais pas que ce soit une excuse pour moi pour me plaindre. C'était mon combat, et un combat, ça se mène. Et ça se gagne. Et ça se gagne, puisqu'aujourd'hui, elle a 6 ans et demi. Alors, pour la petite blague, elle s'appelle Victoire. Waouh! Mais je vous assure que je n'ai pas fait exprès. Comment on fait pour ne pas faire exprès? C'est un acte manqué, ça s'appelle chez moi. Je suis une femme des années 80. J'ai grandi avec la Boom, fan absolue de Sophie Marceau. D'accord. Et elle s'appelle Victoire. Et elle s'appelle Vic pour ça. Eh oui. Mais il paraîtrait qu'on a des influences qu'on ne nous maîtrisons pas. Et je me suis beaucoup intéressée au choix des prénoms parce que c'est quelque chose qui me passionne. Et quand on nous dit, mais en fait, les prénoms, vous pensez les choisir, mais on ne les choisit pas tant que ça. Ils nous sont soufflés, ils nous sont dictés. Et Victoire, elle porte bien son prénom. Mais c'est ma victoire, en fait. Je suis tout à fait d'accord. C'est votre victoire, mais c'est aussi une victoire sur la vie qu'elle soit là. Oui. Pour clôturer notre entretien, quel message vous auriez envie de délivrer à toutes ces femmes et tous ces hommes qui traversent aujourd'hui ces parcours? Alors moi, ce que je souhaiterais... moi, c'est un message d'espoir et un message de courage, puisque avant d'y arriver, on n'y arrive pas. Et surtout, on ne sait pas qu'on va y arriver demain. Donc c'est la confiance aussi. Et si un jour on se résigne parce qu'on ne peut plus, pour des questions d'âge, pour des questions d'argent, il faut accepter cette résignation et surtout se trouver un autre combat. Puisqu'il y a plein de manières de s'épanouir, il n'y a pas que la grossesse, et puis ce n'est pas que épanouissant, il ne faut pas rêver. Mais il y a quelque chose, j'ai dit à ma fille, avant toi, j'étais jeune, belle, et j'avais la vie devant moi. Aujourd'hui, je suis fatiguée, tu m'énerves. C'est difficile. Parfois, c'est difficile. Parfois, c'est difficile. Donc, je voudrais dire qu'il y a plein de manières de s'accomplir, que ce soit professionnellement, artistiquement. Et si on n'y arrive pas par la maternité, il faut se trouver un nouveau combat. Eh bien, merci infiniment, Carole, vraiment, de ces confidences, puisque je comprends bien qu'en effet, vous ne les avez pas racontées avant, même à vos familles. Donc, merci infiniment de cette confiance. C'était un très beau moment. J'espère qu'on va donner plein d'espoir aux gens. Donc, vraiment, merci pour ce moment. Merci d'avoir écouté Désir sur canapé avec Carole Cara, donc, qui est avec nous aujourd'hui. Et comme vous l'avez compris, chaque parcours est totalement unique et plein d'émotions. En tout cas, n'oubliez pas que vous n'êtes absolument pas seul dans ces parcours. Nous sommes nombreux, en tout cas, à être concernés et à vous soutenir. Moi, je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Désir sur canapé.